bonjour. Vous êtes Bonjour, le fondateur de 7 jours sur Terre, ce site de capsules, comme vous dites chez vous au Québec, corrosive et extrêmement intéressante et instructive sur des moments historiques du Québec méconnus, mais aussi sur des analyses politiques. Benjamin Tremblay, aujourd'hui, où en est-on de 7 jours sur Terre? Je vous dirais qu'en ce moment, c'est sûr que comme beaucoup de médias, on vit des turbulences. Il y a une heure plus complexe. Le fait est qu'en étant financé par le public, pour notre part, notre modèle est financé à partir d'abonnements de 3 $, 6 $, 9 $ ou 22 $. Donc, c'est des abonnements qui sont relativement abordables. Et d'un côté, ça fait notre force, étant donné qu'on ne dépend pas de publicitaires, qu'on ne dépend pas de subventions gouvernementales. Nous faisons partie certainement des modèles médiatiques qui auront les reins les plus solides dans les prochains mois, étant donné que nous ne dépendons pas justement de chutes drastiques de revenus publicitaires tels que plusieurs vont observer dans les prochains mois. Ceci étant dit, c'est aussi notre grande vulnérabilité, puisque la plupart des gens qui contribuent sont des gens qui choisissent de le faire à partir d'un revenu disposable, d'un revenu qu'ils considèrent comme étant disponible à tous les mois de façon fiable et confiante. À partir du moment où ces gens-là qui contribuent de façon plus importante à 9, 22, 50, 100 $ par mois, qui sont des contributeurs importants, qu'ils commencent à avoir une incertitude sur leur capacité à générer ces revenus-là, sur leur capacité à conserver leur emploi et à continuer à opérer de façon normale et à payer leurs factures à la fin du mois, soudainement, les priorités changent, bien sûr, et c'est tout à fait compréhensible. Donc, ce qu'on observe en ce moment, c'est sans dire une désertion, on observe un désabonnement, disons, plus accru au niveau des gros contributeurs. Là-dessus, je nuancerais en ajoutant que la plupart des abonnements à 3 $, on n'observe pas ça pour le moment. Ça continue à fonctionner. C'est seulement qu'il faut qu'on soit très prudent, étant donné qu'on peut déjà observer là, que les pertes d'emploi, on va les sentir nous aussi. Et c'est dû, Benjamin, à la crise du coronavirus qui commence à arriver progressivement chez vous au Québec? Oui, exactement. Ici au Québec, vous savez, ça a été une semaine extrêmement mouvementée. Cette semaine, autant que la dernière, tout comme en France d'ailleurs, on a été frappé à une vitesse qui, je crois, a pris tout le monde dans l'angle mort. Personne ne s'attendait à une telle chose, d'une telle vitesse. On a pu l'observer en Chine, mais pour plusieurs et pour moi-même, on croyait que c'était un problème qui se limiterait au Parti communiste chinois et qu'il y avait là-dedans un peu d'irresponsabilité, de négligence de la part du Parti communiste. Ce qu'on observe maintenant, c'est tout à fait l'inverse, que c'est plutôt un Parti communiste chinois et un gouvernement chinois qui a pris les grandes mesures pour éliminer et enrayer ce virus-là aussitôt que possible. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux chiffres et aux datasets qui émettent de la Chine? J'en doute fort. J'ai bien l'impression que la Chine nous cache quelque chose à cet égard. Mais la réaction que ça a déclenché dans nos pays, à nous, au niveau de l'Occident, c'est que les pays ont pris la menace peut-être avec un peu de négligence au début. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas observé au Québec. Et c'est extrêmement surprenant. Alors que tous les autres, il a fallu un peu de temps avant de réaliser l'ampleur de la menace. Semble-t-il qu'au Québec, ça s'est fait extrêmement rapidement. D'abord, le leadership du premier ministre Legault, qui a été noté par beaucoup d'observateurs et de commentateurs politiques. M. Legault a fait preuve de beaucoup de résolutions. Si c'était de mon opinion, je vous dirais qu'il a probablement marqué l'histoire par sa réaction et on parlera longtemps de la façon dont François Legault a réagi à cette crise-là. On a pris des mesures fermes extrêmement rapidement, mais surtout, on a été brutalement honnête avec les gens. Vraiment, c'est le seul mot qu'on pourrait utiliser. Brutalement honnête, où on a épargné aucune partie de la vérité. On a donné tous les faits avec toutes les informations qui étaient disponibles aux autorités de santé publique. Et donc, le public a pris ça avec tout le sérieux qui était nécessaire d'aborder à ce moment-là de la crise. Parce qu'on est arrivé avec la vérité, qu'on leur a donné ce qui se passait sur le terrain, qu'on leur a dit, écoutez, voici le nombre de lits dont on dispose, voici ce qu'il sera nécessaire selon ce qu'on anticipe, voici ce qu'on peut faire maintenant pour réduire la crise. Maintenant, est-ce que ça va durer? Écoutez, c'est une incertitude qui me rue, qui me gronge et je suis extrêmement... Je veux pas dire que j'ai... Écoute, voici ce qu'on peut faire maintenant pour réduire la crise. Maintenant, est-ce que ça va durer? Écoutez, c'est une incertitude qui me rue, qui me gronge et je suis extrêmement... Je veux pas dire que j'ai... Écoute, je calcule... Je veux pas aller trop loin dans mes propos, mais je me questionne en ce moment sur
la douleur, la souffrance qu'on est en train de s'infliger? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de faire? En ce moment, la douleur économique qui va surgir de tout ça, ça va être extrêmement dangereux pour la déstabilisation de la société, pour l'ordre économique, pour l'ordre social, pour l'ordre politique, géopolitique. Les choses vont extrêmement changer. Je ne suis pas certain que les gens qui nous ont mis dans cette situation-là par les mesures et qui étaient tout à fait bien intentionnés, nos politiciens ont fait ça pour protéger les personnes âgées, protéger les personnes vulnérables et protéger notre système de santé. Ceci étant dit, j'ai bien l'impression qu'on avance à l'aveugle dans cette crise. On ne sait pas quelle est la porte de sortie et qu'un peu comme les Américains sont partis en Irak en 2003, on ne sait pas comment ça va se terminer. On y va avec un objectif sans savoir comment il sera atteint. On veut enrayer le virus, certes, j'ai beaucoup de confiance qu'on sera en mesure de le faire. En combien de temps? C'est là que j'ai un énorme doute. Et donc, François Legault met des mesures qui sont jusqu'ici très fermes, qui sont appréciées de la population. Ceci étant dit, vous savez, un peu comme en France, tout le monde est à la maison en ce moment. Il y aura un coût économique flabbergastant. Est-ce que vous pensez, Benjamin, qu'il faut tuer l'économie pour tuer le virus ou pas du tout, vous? Est-ce que c'est votre sentiment? C'est le raisonnement un peu que Donald Trump a émis hier dans les médias et qu'il a également articulé sur Twitter en disant « Le remède ne peut pas être pire que la maladie ». Et je vous avoue qu'en ce moment, je me demande si le remède n'est pas pire que la maladie. Et je n'ai pas d'alternative, soyons très clairs. J'ai des amis immunosupprimés moi-même, j'ai des grands-parents comme chacun d'entre vous. Je n'ai pas d'alternative. Mais je ne peux m'empêcher de me questionner sur la souffrance et la douleur délibérée qu'on est en train de s'infliger. Parce que quand on parle de décès, de quelques centaines, de quelques milliers de décès à l'échelle nationale du coronavirus, c'est une tragédie, c'est grave. Il est mort 3000 personnes au 11 septembre et on en parle encore. C'est extrêmement grave et c'est une perte humaine majeure. Ceci étant dit, il ne faut pas négliger non plus les pertes humaines qui auront lieu suite à la crise économique qu'on est en train de s'infliger. Je parle d'augmentation de suicides. Je parle de gens qui se retrouveront dans la rue, qui seront poussés dans l'itinérance, dans la pauvreté. Je parle de toutes les études qui ont été faites à travers des décennies de sciences qui ont démontré que les gens qui tombent dans la pauvreté meurent prématurément. D'ailleurs, on avait Israël ce matin, on avait le professeur Emmanuel Navon qui nous disait que le taux de chômage avait bondi en Israël. C'était un taux absolument historique de 16,5%. Et il n'en revenait pas lui-même suite à cette crise depuis le début de l'épidémie en Israël. Donc c'est un peu ce que vous dites. Écoutez, Monsieur Vidal, on s'en va. J'écoutais Steve Mnuchin cette semaine, le secrétaire du Trésor de Donald Trump, qui parlait d'un taux de chômage à 20% aux États-Unis. Le président de la Fed de Saint-Louis, de la Banque fédérale de la Fed de Saint-Louis, parlait de 30% de chômage. Je m'excuse, mais de 20 à 30% de chômage, c'est 1929. Là, on parle de la Grande Dépression, on parle de soupe populaire, c'est Détroit à la grandeur des États-Unis. On parle de quelque chose d'extrêmement grave. Maintenant, la logique que semble avoir le gouvernement, c'est qu'on va imprimer de l'argent et en remettre dans le système à coup d'injection majeure jusqu'à ce que le marché reprenne confiance. Ceci étant dit, il faut être très clair, on ne vit pas une crise financière en ce moment, on vit une crise sanitaire. La cause qui est le underlying cause, si on veut, de toute cette crise-là, ce n'est pas l'économie. L'économie n'est seulement qu'un symptôme qu'on observe de la maladie qui afflige en ce moment l'Occident, qui est le coronavirus. À partir du moment où on règle le problème économique, mais qu'on a encore le coronavirus, tout ça est futile. On va retomber dans le même panneau dans quelques semaines alors qu'il faudra retourner en confinement. Donc, il y a il faut absolument cesser de faire la distinction entre le problème sanitaire et le problème économique et les traiter dans des vases séparés. Actuellement, c'est qu'on vit une crise qui n'est pas nécessairement assurée seulement la crise financière. La crise financière n'est seulement qu'un symptôme de ce qu'on observe. La crise est plutôt sanitaire. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème du coronavirus, on ne pourra pas prétendre régler la crise financière qui s'y accompagne. Parce que la crise financière est causée essentiellement par les gens qui sont à la maison et l'économie qui est à l'arrêt. Donc, tant que c'est comme ça que ça se produit et tant que les choses continuent comme telles, on ne pourra pas régler la crise économique qui se produit. Je comprends donc la logique de Donald Trump qui en vient à se questionner et à poser la question à voix haute. Est-ce qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction? Et sans dire qu'il a raison, parce qu'il y a encore beaucoup de facteurs à déterminer et beaucoup de données à entrer là-dedans dans le calcul. Mais je pense que le questionnement est légitime de se demander est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on a fait le calcul de la souffrance et de la douleur qu'on est en train de s'infliger et de ce qui va venir dans les années suivantes, de la dette qu'on est en train de contracter, de tout ça?
Vous savez, le coronavirus, je crois, en ce moment, est une forme de test. Ça nous préparera certainement à la prochaine pandémie qui viendra. Et nous avons la chance inouïe en ce moment d'avoir, somme toute, un virus qui n'est pas si hostile et agressif que ça. C'est un virus qui a un taux de mortalité haut quand on compare avec d'autres épisodes de grippe saisonnière. Mais quand on compare avec un virus comme le SRAS, par exemple, ou le MERS, on est très loin d'un taux de mortalité dans les 10, 15, 20 30 On est à 1 ou 2, 3 dans les pires cas où le système de santé est débordé. Donc, il y aura certainement un raisonnement et un questionnement à avoir sur la narrative et la rationnelle qui justifie tout ça, parce qu'à un certain moment, les coûts vont dépasser les gains. Et ce qui m'inquiète énormément, Nicolas, ça, je dois te le confier, c'est que si ça fonctionne, si tout ce qu'on fait fonctionne, si la suppression du virus par la distanciation sociale, par l'isolement, par le confinement national réussit vraiment à fonctionner, on ne verra pas les résultats. Ce qu'on va voir, c'est qu'on fait tout ça pour rien. On va penser qu'on fait ça pour rien parce qu'on ne verra pas de morts, on ne verra que très peu de cas, on va penser que l'épidémie est sous contrôle et le gouvernement va continuer à dire non, vous devez rester confiné et continuer à vivre en attendant votre chèque. Vous savez, j'ai un énorme doute qu'il sera encore possible de convaincre les gens de cette narrative-là lorsqu'on n'aura pas les chiffres pour le justifier. Et si ça fonctionne, nous n'aurons pas les chiffres pour le justifier, étant donné justement que ça fonctionnera. Donc là-dessus, ça m'inquiète énormément. En Chine, comment on a fait pour régler ce problème-là? Ça a été très simple. On a simplement éliminé toute forme de dissension des réseaux sociaux. Les gens ne peuvent pas se plaindre dans les médias. L'information est contrôlée. Moi, je serais très curieux de voir dans quelques mois, lorsqu'il fera 29, 30 degrés à l'extérieur, 32 degrés à l'intérieur de l'appartement, si les gens vont encore trouver ça drôle de rester à l'intérieur pour sauver des gens qui sont somme toute dans une situation d'acharnement médical pour certains d'entre eux. Je suis très inquiet de voir la tension sociale qui va se dégager de ça. Déjà, nos politiciens nous parlent d'envoyer, en Italie, on parle de la carabinerie. Ici, au Québec, on parle de l'armée, littéralement, étant donné qu'on n'a pas cet entre-deux paramilitaire. Donc, quand on parle d'envoyer... Mais vous savez, Benjamin, qu'en France, aujourd'hui, vous avez les militaires ont été dépêchés dans la région Grand Est pour monter des hôpitaux militaires et apporter de l'aide aux cas les plus graves, et même dans le transport aérien pour déplacer les cas les plus graves dans des villes qui sont à l'autre bout de la France. Donc, on est déjà, nous, dans le soutien militaire en France. Voilà, et ce soutien militaire-là, c'est vraiment de premier niveau. Moi, ce que j'ai l'impression, la direction dans laquelle on s'en va, c'est un niveau beaucoup plus élevé dans lequel l'armée va littéralement appliquer des restrictions de mouvement sur la population, distribuer des amendes, appliquer la loi martiale. Nous avons quelque chose ici au Canada qui s'appelle la loi des mesures de guerre ou la loi des mesures d'urgence, qui sont essentiellement la même loi et qui permettent pour ce qui est de la loi des mesures de guerre, de suspendre les droits civils de la population afin justement de concentrer le pouvoir à l'intérieur de l'exécutif, donc du premier ministre Trudeau. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui a été appliqué à 3 occasions dans l'histoire du Canada. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et en octobre 70, alors que des groupes terroristes kidnappaient et assassinaient des ministres et des diplomates du gouvernement fédéral. Tu sais, on est dans une situation qui n'a aucun précédent. Et les mesures législatives qu'on veut appliquer pour répondre à ça, je me demande sérieusement si on a les instruments approprié ou si on ne va pas dépasser un peu l'entendement. Moi, j'ai de la difficulté à imaginer que dans un endroit comme la France, comme le Québec, comme le Canada, qu'on va vraiment avoir l'armée dans les rues qui va limiter les restrictions de mouvement des gens. Je sais qu'on est dans une période sans précédent, qu'il n'y a pas de comparaison historique, mais au regard de l'histoire, j'ai l'impression que nous serons jugés extrêmement sévèrement si c'est comme ça que nous réagissons et qu'on réagit en supprimant les libertés civiles, en empêchant la liberté de mouvement, en réprimant les critiques sur les réseaux sociaux ou encore sur les chaînes d'information. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux là-dedans. Et s'il y a un accélérateur de conflit dans le monde, c'est la pauvreté, ce sont les maladies, ce sont l'instabilité politique, justement. Tout ça risque de déclencher à travers l'Afrique, l'Asie, l'Orient, des guerres civiles, des renversements de gouvernement, des révolutions. Nous avons vu le printemps arabe déclenché par une maigre pénurie d'eau qui aura duré à peine quelques mois, avec une récolte gâchée. C'est ce qui a déclenché le printemps arabe pour beaucoup d'historiens dans beaucoup d'endroits. Maintenant, que va-t-il se passer avec cette crise économique? Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut absolument remarquer. Nicolas, tu observes la politique internationale comme moi et je sais que ça te fascine autant que moi.
Qu'est-ce qui nous empêche depuis 70, 75 ans de nous sauter à la gorge à l'international et au niveau de la géopolitique et qui empêche les États-Unis, la Chine, la Russie, les grands États de ce monde de se sauter à la gorge? C'est justement l'intégration absolue de nos économies, le fait que nous sommes tellement connectés les uns aux autres qu'il y aurait un coût économique absolument incroyable à déclencher une guerre qui briserait ces liens-là. Maintenant, dans une situation où toutes les frontières du monde sont fermées, où les échanges en viennent pratiquement à l'arrêt, où les économies du monde cherchent des coupables, je dois t'avouer que je trouve ça extrêmement imprudent et dangereux, qu'on vient d'enlever la seule chose qui permettait de maintenir une paix relative dans le monde, qui était cette interconnexion et cette interdépendance des grands États. Là, on élimine ça. Et combien de temps ça va durer? 6 mois, 1 an, 2 ans, soyons réalistes. Si jamais demain matin, vous réglez 100% des cas en France, que tout le monde est guéri et que l'épidémie est complètement éradiquée, tant qu'il n'y aura pas de vaccin et que la planète entière est guérie, il sera impossible de réouvrir les frontières. On ne peut pas réouvrir les frontières aux arrivants étrangers quand on connaît aussi la nature du coronavirus qui est asymptomatique pendant un bon moment. On ne peut pas faire venir des gens ici de Chine, d'Angleterre ou de quelconque pays dans le monde sans avoir des données extrêmement fiables, comme quoi ils ont aussi éliminé le virus entièrement. Et donc, ça va être des accords bilatéraux, un à la fois, jusqu'à ce qu'on réouvre les frontières. Mais vous comprendrez qu'avec un pays comme la Chine, on en a pour des années, là. On va assister à quelque chose d'absolument extraordinaire. On va assister à la réorganisation de toutes les chaînes d'approvisionnement qui soudainement vont commencer à composer avec cette nouvelle réalité dans laquelle la Chine n'est plus un partenaire commercial viable à long terme. C'est ce que j'allais vous dire, Benjamin. Est-ce que c'est pas un coup brutal porté à la globalisation? D'ailleurs, des entreprises françaises comme Sanofi ont commencé à réfléchir à relocaliser leurs industries qui sont en Chine et les relocaliser ici en France. Et ça risque de faire de chaînes de conséquences. Est-ce que c'est pas finalement le procès ou faire le procès de la mondialisation, à tort ou à raison, peu importe, mais est-ce que c'est pas ça aussi, la fermeture des frontières de Schengen aujourd'hui, qui n'est jamais arrivée depuis le début de la création de l'Union européenne, hein. C'est la première fois que ça arrive. L'Union européenne également, vous avez vu, tu as vu Nicolas, la Russie qui a offert son aide à l'Italie, qui a accepté. C'est juste ça, c'est difficile d'imaginer une plus grosse insulte à l'Union européenne que l'Italie qui accepte l'aide de la Russie, alors que l'Union européenne et de la Chine, est restée à ses deux mains. Ça, il y a quelque chose d'extrêmement frappant de constater ça. Pour ce qui est de la mondialisation, il y a certainement une ressurgence de certains concepts qui avaient été oubliés depuis très longtemps. L'importance de frontières qu'on peut contrôler et fermer au nécessaire. Ça, c'est quelque chose qui revient et que les gens réalisent. Le peuple, la collectivité, la nation, le nous. Ce sont des termes qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. Il y a une espèce de communion actuellement dans la population dans laquelle tout le monde vit la même situation. Tout le monde est dans la même inquiétude. Et il n'y a pas un économiste, pas un président de banque, pas un premier ministre ou un scientifique dans ce monde qui est capable de dire de quoi aura l'air le monde dans 2 mois. C'est quelque chose d'extrêmement terrifiant, mais c'est quelque chose qui, aussi d'un autre côté, unit l'humanité dans l'incertitude. Et donc, j'ai l'impression que dans beaucoup de pays en ce moment, oui, on renoue avec cette importance-là de la collectivité, cette importance du nous, de la nation, de parler en tant que groupe sociétal qui peut prendre une décision et l'appliquer pour ses propres intérêts. On a vu dans certains pays qui ont été essentiellement victimes de l'inaction de leurs voisins et du fait qu'ils n'ont pas osé justement fermer les frontières. Tu sais, si on avait une leçon à apprendre de la crise qu'on vient de voir, c'est qu'on aurait dû rien écouter de ce que disait l'OMS et de ce que disait la Chine, qui depuis des semaines nous disait non, 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 il est inutile de fermer les frontières, c'est une crise locale, la Chine a ça sous contrôle. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que l'OMS est absolument corrompu par les intérêts chinois jusqu'à la moelle. Le pouvoir de l'OMS est sous-financé et lorsqu'il est financé, il l'est par le pouvoir chinois, que le Parti communiste chinois a refusé l'accès à l'OMS pendant les premières semaines de l'épidémie, qu'on en exclut Taïwan des mesures pour des raisons essentiellement politiques. C'est tout ça. On a couvert, on a offert à l'OMS un parapluie diplomatique à la Chine pendant très longtemps, à dire à tout le monde, ne paniquez pas, ne bannissez pas les vols depuis la Chine, c'est inutile. Une chance qu'on les a pas écoutés. Oui, donc tu penses qu'il y a des relations incestueuses entre l'OMS et la Chine qui ont finalement couvert minimiser les ampleurs de la crise et sa propagation au monde?
Extrêmement incestueuse. Et d'ailleurs, le directeur de l'OMS, si on regarde un peu son passé à lui, qui a eu un échec absolument retentissant dans son pays, l'Éthiopie, à contenir une épidémie de choléra et pendant des mois également, aura nié que c'était seulement le choléra. Il disait que c'était telle maladie et non, c'est la grippe et c'est la fièvre et arrêtez de vous inquiéter. Il y avait une épidémie de choléra extrêmement grave en Éthiopie. C'est ce qui est la vérité. Et on en a quand même fait le directeur de l'OMS. Maintenant, qu'est-ce que la Chine fait avec l'Éthiopie parallèlement à tout ça? On sait très bien que c'est un mandat qui va se terminer, ce fameux mandat à l'OMS. L'Éthiopie est en train de se faire remplir les oreilles d'argent par la Chine à travers le programme de route de soie, le One Belt, One Road. La Chine exerce son influence à travers tous ces pays-là. L'OMS, nous savons, est sous-financée. La Chine, qu'est-ce qu'elle a fait dans cette situation-là? A rencontré l'OMS pour justement leur offrir une panne d'olivier. Alors, vous savez, nous, on en a de l'argent et on peut financer dans l'éventualité où les États-Unis retirent leur financement. Parce qu'on est rendu là. Les États-Unis ont déjà suggéré, il y a quelques semaines, au Congrès, de littéralement retirer le financement qui était offert à l'OMS pour le rapatrier à la CDC américaine, qui est le Center for Disease Control. On est rendu là parce qu'on n'a plus confiance en la capacité de l'OMS de réfléchir et de discuter de façon impartiale. La Chine a littéralement acheté l'OMS par son financement et encore plus, son influence politique est telle qu'il devient impossible de parler contre elle. La délégation de l'OMS, il aura fallu des semaines avant de lui permettre d'entrer en Chine. Ensuite de ça, on a su que Xi Jinping était au courant que le virus se transmettait d'un humain à un autre dès le 7 janvier. Pourtant, il a attendu jusqu'au 20 janvier avant de le déclarer aux Chinois et à la presse internationale. Et entre les deux, Nicolas, le 18, il y a eu un rassemblement approuvé par le gouvernement chinois de 40 000 familles chinoises qui se sont réunies pour un banquet, devinez-nous, à Wuhan, Hubei. Je m'excuse, oui, mais il y a là une négligence qui fout la criminalité, là. Bon, j'entends tout à fait ce que tu dis. Je voudrais revenir par rapport au Québec. Tout à l'heure, tu parlais quand même de la défiance probable de la parole publique, de la parole du gouvernement. Est-ce que ça pourrait pas créer ici en France, on le voit, il y a une défiance de la parole publique avec Agnès Buzyn qui a été démise de ses fonctions pour se présenter à la mairie de Paris, Olivier Véran, Agnès Buzyn qui a déclaré récemment elle avait pris conscience de la gravité de la situation. Donc aujourd'hui, avec les Gilets jaunes et maintenant cette crise plus la réforme des retraites, il y a une vraie défiance de la parole publique. Est-ce que ça pourrait arriver au Québec, Benjamin? Ça, à ton avis? Tout à fait. Puis c'est ma plus grande crainte, Nicolas. Ça m'empêche de dormir, de savoir que actuellement, on voit une belle cohésion et c'est joli, c'est cute, comme on dit au Québec. Ceci étant dit, je doute énormément que ça va dépasser quelques semaines. Un peu comme partout. Moi, je voyais les gens en Floride, en Californie, qui, malgré les appels des autorités de santé publique, continuaient à sortir et à profiter du beau temps. Et je me dis, est-ce qu'on est vraiment meilleur qu'eux en France, au Québec, ou est-ce que c'est pas parce qu'il faisait 29 degrés en Floride et en Californie ce jour-là? On va être confronté à cette réalité très bientôt, où le beau temps, où juste l'écœurement des gens d'être pris à la maison, de perdre leurs revenus, de tout ça, là, ces conséquences-là qui seront de plus en plus pesées. Et on voit déjà des cracks apparaître au fur et à mesure que le temps avance à l'intérieur de l'espèce de cohésion qu'on voit à l'intérieur de la société, de se rallier derrière les autorités de santé publique. Et croyez-moi, là, je vais être très clair, j'appelle les gens à respecter les appels des autorités de santé publique et à rester à la maison et à se confiner et à s'isoler. Il faut absolument prendre ces mesures-là. Ceci étant dit, j'ai un énorme doute que dans 1 mois, 2 mois, lorsque les gens seront vraiment à bout, lorsque les réserves vont commencer à être limitées à la maison, est-ce qu'il faudra sortir dans des contextes difficiles pour aller faire l'épicerie, où on compte les gens à l'entrée, où il y a énormément de restrictions sur le mouvement, où il faudra avoir une autorisation écrite pour se déplacer à l'intérieur de la ville? C'est le cas en France, Benjamin. C'est le cas en France, actuellement. Exact. Donc, c'est la direction que va prendre beaucoup de pays occidentaux. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser que dans une société des droits de l'homme, il va apparaître des cracks dans cette cohésion sociale-là et au fur et à la mesure qu'on va avancer, des gens vont commencer à émettre des doutes sur la rationalité et la raisonnabilité de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Est-ce que ça pourrait être un terreau d'insurrection au Québec, ça? Tout à fait, tout à fait. L'insurrection armée n'est pas du tout dans
dans l'ADN des Québécois, mais vraiment pas du tout. On faut remonter à la rébellion des Patriotes en 37-38 pour voir vraiment une prise des armes en 1837-1838, soyons clairs, pour voir une prise des armes des Canadiens français au Canada. Ceci étant dit, sans parler d'insurrection armée, il y aura certainement un retour de flamme extrêmement douloureux pour les gouvernements au pouvoir et pour les coupables qui seront accusés d'avoir été responsables de la propagation ou de la réponse au virus. Pour le moment, les gens sont très satisfaits de leur gouvernement. Pour le moment, les gens applaudissent la réponse des autorités publiques, de celles qui agissent. Mais au fur et à mesure qu'on va voir des cracks apparaître, j'ai bien l'impression qu'on va appeler à des manifestations, à des rassemblements pour voir de la désobéissance civile, à dire, ben vous savez, ce soir, venez souper à la maison et la police viendra nous disperser si c'est nécessaire. Et déjà, moi, j'habite dans un bloc appartement, il y a déjà beaucoup de gens qui ont des rassemblements à la maison. Et tu sais, quand les gens viennent disperser ou qu'on cogne à la porte ou quoi que ce soit, les gens sont déjà extrêmement fâchés. Les gens veulent continuer à vivre. Et donc, moi, j'ai cette crainte-là à penser que le 5 à 10% de gens actuellement qui remettent en question tout ça, qui refusent de respecter les consignes d'autorité publique, en ce moment, à 10%, ils sont contenables, ils sont contrôlables. À partir du moment qu'ils deviennent 20, puis 25, puis 50% des gens qui refusent d'accepter qu'on continue dans cette direction-là, il y aura un danger, effectivement, sans que ce soit une insurrection armée, de retour de flamme et certainement de manifestations et de désobéissance civile et de marches dans la rue et peut-être de vitres brisées, etc. Vous savez, le mouvement, vous avez un historique en France là-dessus qui est beaucoup plus riche que le nôtre. Si j'avais un pays dans le monde à m'inquiéter, ce serait la France à cet égard. S'il y a un pays dans le monde pour lequel je suis convaincu que les droits de l'homme vont primer sur la répression armée dans les rues et sur les pratiques des autorités publiques, c'est en France. S'il y a un État et un peuple duquel je ne doute pas du tout va réagir très fortement s'il faut que ça persiste pendant plusieurs mois, c'est certainement les Français. J'ai vu, comme le reste du monde a observé, la crise des Gilets jaunes, cette persistance, cette résilience à rester dans la rue semaine après semaine, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant pour un gouvernement, surtout quand on considère qu'Emmanuel Macron entrait déjà amoché dans cette crise-là. Tu sais, quand on parle d'accélérateur de conflit, il faut pas ignorer cette mécanique-là qui est extrêmement puissante, des oppressés contre les oppresseurs. Quand le gouvernement devient l'oppresseur, soudainement le peuple se dresse en martyr, soudainement devient l'opprimé et soudainement il y a une narrative du bon contre les mauvais. Et ça, c'est extrêmement puissant, mais aussi dangereux pour une société qui décide de s'y rallier. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Benjamin, pour cet entretien, en espérant qu'au Québec, vous avez pris la mesure de ce qui vous attend. Malheureusement, ça arrive ici chez vous. Une dernière question. Le docteur Horacio Arruda, votre directeur national de la santé publique, a déclaré « Ce n'est pas le temps de paniquer, mais c'est le temps d'agir. Si nous dormons sur l'interrupteur, nous allons le regretter. » Un dernier mot là-dessus, Benjamin, tu en dis quoi de cette déclaration? M. Arruda est très apprécié en ce moment des Québécois. Vraiment, c'est une vedette nationale. On voit beaucoup d'images à son effigie et de blagues que les gens font. Il est très apprécié des Québécois. Ceci étant dit, il est apprécié justement pour ce que tu viens de dire, parce qu'il est d'une honnêteté brutale. Et c'est celui qui est venu vulgariser beaucoup de l'information scientifique dont disposait le gouvernement pour prendre ses décisions. Donc, quand il nous dit à beaucoup de gens, c'est le temps de le prendre au sérieux, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, croient ce qu'il dit. Ils se disent, parfait, si M. Arruda nous dit de prendre ça au sérieux, c'est parce qu'il le sait. M. Arruda, vous savez, a été présent pendant tous les épisodes de crise sanitaire au Québec qui ont eu lieu dans les 20 dernières années. On pourrait penser à l'hystériose, à la salmonellose, au Zika ou encore à l'Ebola. Il y en a une dizaine, une vingtaine, sinon, de maladies, de pandémies. Donc, il y a beaucoup d'expérience dans les autorités de santé publique et je terminerai là-dessus. Il y a une démonstration extrêmement puissante en ce moment que beaucoup de Québécois qui ne sont pas souverainistes ou indépendantistes concèdent eux-mêmes. Le Québec est un État mature et il n'y a pas plus belle démonstration que la crise actuelle. Alors que le gouvernement fédéral refusait de fermer les frontières et d'appliquer des contrôles élémentaires à l'entrée des nouveaux passagers qui débarquaient aux aéroports, vous savez ce qu'on a fait? Les polices municipales de la ville de Montréal ont été dépêchés aux aéroports pour prendre les choses en main. La SQ
la Sûreté du Québec a été parmi les leaders de l'application de ces mesures-là et d'expliquer à la population, de se présenter dans les lieux de rassemblement public pour essayer de faire comprendre les mesures. Ce qu'on observe, c'est un Québec mature, un État avec des fonctionnaires compétents, avec une politique cohérente, avec des moyens tout à fait raisonnables pour une province qui, en fait, écoute, dépasse tout à fait le cadre de la province. Là. Il y a des mesures qui ont été prises qu'on pourrait tout à fait faire un amalgame avec celles qu'aurait pu prendre un pays. Là. Le Québec, actuellement, agit comme un État extrêmement mature. Et ce que je lis beaucoup sur le web, c'est des gens qui ont dit, vous savez, j'ai voté non en 1995, mais je n'étais pas indépendantiste, mais là, j'avoue que on lit énormément de choses comme ça sur Internet. Donc il y a un espoir d'indépendance peut-être, Benjamin, avec le coronavirus, peut-être. Tout à fait. Après la crise. Pour le québécois, certainement, puis beaucoup de ça est attribuable à la réponse extrêmement lâche et lente de Justin Trudeau, notamment sur les frontières, mais aussi sur sa présence en tant que tel. Monsieur Trudeau, avant même, en fait, de savoir si sa femme était testée positive, a choisi volontairement de s'isoler pendant 14 jours. Donc là, en ce moment, au Canada, on a un premier ministre qui donne une conférence depuis sa galerie d'entrée à tous les jours, qui essentiellement est disponible à peu près 10 minutes par jour. Donc les Canadiens ont cette impression que le premier ministre n'est pas avec eux, qu'il est déconnecté, et encore plus, qu'il est un peu incapable de réagir à cette crise-là. Justin Trudeau, en ce moment, le dommage politique qui lui est causé au Québec est absolument extraordinaire. Les masques sont tombés. L'imposture est terminée. Merci beaucoup Benjamin pour ces mots, cet éclairage depuis le Québec. Donc on te recommande bien entendu de faire attention ainsi qu'à tes proches et de rester chez toi et de le dire aussi dans tes émissions. On rappelle que tu es le fondateur de 7 jours sur Terre et on invite tous nos lecteurs, téléspectateurs, Facebookers à aller voir ce que tu fais. Merci beaucoup Benjamin, à très bientôt.